Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing, chers amis, bienvenue, nouvelle édition. Alors, le marché, globalement, mais le marché des crypto-monnaies surtout, est dans le dur depuis la victoire, depuis la prise de fonction, pardon, de Donald Trump, le lundi 20 janvier dernier. D'ailleurs, même Donald Trump reconnaît que les effets pervers de sa guerre commerciale peuvent créer une économie américaine en transition. Il n'est plus en soutien massif de l'économie et des marchés financiers, tellement il a la lubie, l'obsession de développer la guerre commerciale, de récupérer l'argent, selon lui, volé par les pays avec lesquels il a un déficit commercial. Bref, marché sous pression, un piège de cyclicité et de saisonnalité pour le cours du Bitcoin en février, dans lequel d'ailleurs je suis le premier à tomber, je l'admets parfaitement et je l'assume parfaitement. Et désormais, et c'est passionnant, vous savez, moi j'ai ma propre analyse, je fais mes propres recherches, je vous livre mon argumentation, mon discours. Et bien sûr que je regarde un peu ce qui se fait, ci et là. Et c'est tellement passionnant de voir augmenter, voire devenir majoritaire, l'opinion selon laquelle le cycle est terminé. En fait, même selon laquelle le cycle Bitcoin n'existerait plus. Ce cycle, finalement pas si ancien que cela, qui aurait été brisé et limité à sa 3e année, terminé en fait dès décembre 2024. Ok, pour Bitcoin, lundi 20 janvier, mais donc terminé l'année même du halving, ce qui n'était jamais arrivé. Alors est-ce que ce beau monde a raison? Doit-on aller retester l'ex-ATH? D'ailleurs, effectivement, briser l'ex-ATH, alors l'ex-record historique, ce n'est pas 73 000 $. L'ancien record historique, celui du cycle précédent, c'est 69 000 $. C'est effectivement la rupture de ce seuil qui, techniquement parlant, ferait que l'école du fin de cycle prendrait le lead. Alors, faut-il abandonner? Dois-je moi-même abandonner mon argumentaire qui s'obstine à dire, certains, de l'obstination. Je m'obstinerai à dire que ce cycle n'est pas terminé et qu'il se termine en fin d'année. Eh bien oui, je n'ai pas changé d'avis. Le temps n'est pas venu pour moi de changer d'avis, car j'y crois encore, et j'ai rassemblé des raisons pour lesquelles je reste optimiste. Oui, ce mot, cet adjectif, pardon, que vous commencez à tous détester. Être optimiste. Et même dès le printemps. Ah, le printemps commence. C'est le 21 mars, je crois. Je dis bêtise. 20 ou le 21, je sais plus. Bon. Avril, mai, juin. Ouh, sell in May and go away, faut-il avoir peur. Vous savez, le cycle de 2012, qui s'était donc terminé l'année après le halving, à la fin de l'année après le halving. Vous savez quand est-ce qu'il a développé 80% de son amplitude? Au mois de novembre de la dernière année. Et oui, le cycle de 2012, il est passé de 200 $ à 1200 $ en un mois, et ce fut en novembre. Donc nous, en fait, là, on peut faire rien du tout, et ça peut encore s'exciter en octobre, novembre prochain. Et oui, c'est ça le cycle Bitcoin. Donc finalement, on a des exemples passés où il y a eu un réveil archi tardif. Bon, c'est certain que si là on réintègre l'ex-ATH, il va falloir peut-être finir par admettre qu'on a démarré un nouveau bear market. Mais attention, parce que, alors, démarrer un nouveau bear market, on aurait fait un cycle de 3 ans, mais du coup, le cycle Bitcoin, c'était un cycle de 4 ans, avec un bear market qui commençait à la fin de l'année après le halving, et ce bear market durait en moyenne 1 an. Mais du coup, puisqu'on a cassé le cycle habituel, est-ce que ce nouveau bear market durerait aussi 1 an, moins ou plus? Bon, il va falloir reposer beaucoup de choses. Mais nous n'en sommes pas là. Donc, moi, je vais vous présenter 6 raisons pour lesquelles j'y crois encore cette année, mais même ce printemps, qui sont d'ordre. Alors, raison numéro 1, eh bien non, je ne vous les donne pas. Comme ça, vous allez aller au bout de la vidéo. Bon, de toute façon, vous pouvez prendre la timeline, j'ai chapitré avec le ton, les titres. Mais franchement, prenez le temps de la regarder, je vais essayer de faire ça court.
En conclusion, quand même, j'ouvrirai sur l'échec de cycle, les risques, mais je commence par mes 6 raisons. D'y croire, c'est parti et bon visionnage. Chers amis, quelle est la principale menace? Que quelqu'un puisse accéder à votre compte de trading, d'ailleurs, ou même accéder à votre clé privée. Imaginez si vous gériez vous-même vos cryptos, que votre plateforme soit centralisée ou autogérée, bref, personne ne doit connaître votre mot de passe. Et même personne ne doit accéder à votre adresse email. Souvent, on reçoit un code de vérification, la connexion à multifacteur à ses comptes de trading. Bon, chers amis, identifiant, mot de passe, clé privée, identification à plusieurs facteurs, il faut tout sécuriser. Votre téléphone portable, votre ordinateur, il vous faut une solution de cybersécurité complète. Et c'est pourquoi aujourd'hui je vous parle de NordVPN. NordVPN est un outil complet de cybersécurité qui analyse automatiquement les sites web que vous visitez et bloque les sites malveillants, les virus, les publicités intrusives, et ce même quand la connexion VPN est désactivée. C'est aussi un outil de scanner qui a des fonctionnalités similaires à un antivirus et qui analyse tout ce que vous téléchargez sur votre PC ou votre téléphone. Une pierre deux coups. D'autre part, êtes-vous vraiment 100% certain de la sécurité de vos mots de passe et cartes de paiement crypto? Avec le service NordPass disponible dans l'abonnement essentiel de NordVPN, vous atteignez 100% de sécurité pour vos mots de passe et vos cartes de paiement crypto. L'outil vous génère des mots de passe complexes, indéchiffrables, introuvables. L'outil vous propose aussi un service de coffre-fort dans lequel vous pouvez stocker vos mots de passe et vos cartes de paiement crypto. Imaginons que vos mots de passe aient déjà fuité ou que certains soient faibles. L'outil vous avertit à temps et l'outil scanne le dark web pour voir si vos données personnelles ont déjà fuité. Chers amis, profitez de l'offre exclusive, suivez le lien en description pour profiter de 4 mois d'abonnement offerts sur tous les abonnements NordVPN de 2 ans. Allez, c'est parti les amis, les raisons pour lesquelles j'y crois encore cette année et même ce printemps. Go go go. Alors, première raison, ça c'est quelque chose qui circule depuis plusieurs semaines sur les chaînes anglo-saxonnes, la corrélation entre le cours du Bitcoin et la liquidité mondiale selon en fait l'agrégation des indicateurs de liquidité M2 de tous les pays. Donc M2 ça inclut M1 plus les dépôts d'épargne, les dépôts à terme et plus patati patata. Bon, effectivement, ce que l'on remarque c'est qu'il y a une corrélation complètement étonnante entre le cours du Bitcoin en bougie japonaise et la liquidité mondiale en orange, avec à chaque fois un décalage de 2 mois à 70 jours entre les creux et les sommets. C'est vrai que c'est complètement bluffant. Par exemple, ici, donc, vous aviez eu le bottom de la liquidité mondiale fait en juin et 2 mois après, c'était le bottom du Bitcoin. Ici, vous aviez eu le sommet de la liquidité mondiale et 70 jours après, c'était ce top-là. Et ensuite, là, nous sommes dans une phase de correction qui correspond à la correction de la liquidité mondiale. Et la liquidité mondiale a fait un bottom au début du mois de janvier. Et donc, si je rajoute 60 jours à 70 jours, ça me donne un intervalle compris entre le 13 mars et le 23 mars pour un creux majeur. Donc, si cette corrélation se poursuit, alors ce qui est intéressant, c'est que depuis début janvier, la liquidité mondiale a fortement rebondi. Donc, si jamais on continue de se corréler à la liquidité mondiale et qu'on fait vraiment un bottom mi-mars, fin mars, et qu'ensuite on se reprend, et ben ça nous renverrait en pump jusqu'au milieu du mois de mai. Bon, encore une fois, c'est pas un indicateur magique. Vous avez vu la limite de la répétition de cycle et de saisonnalité en février, même si je continue de penser que c'est pas parce qu'on a manqué un mois de saisonnalité et de cyclicité que c'est foutu, que c'est un outil de merde. Non, c'est faux. Parfois, on s'inscrit en dehors de la cyclicité et de la saisonnalité. En termes de probabilité, il faut toujours avoir dans son bac d'outils ces outils-là. Mais donc je rajoute, parce que ça circule partout, c'est pas l'indicateur magique, comme tous les indicateurs, ça réservera des pièges, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant de voir que depuis début janvier, la liquidité mondiale se reprend à mort. Alors, dans le détail, je me suis amusé à aller regarder les indicateurs M2 de tous les pays, et bien sûr, c'est en grande partie parce que la liquidité pump à fond en Chine, parce que c'est l'impression monétaire et l'impression budgétaire massive, baisse de taux, etc. en Chine, mais pas que. Donc ça, et puis vous allez voir que ça viendra aux États-Unis avec l'augmentation, avec la désinflation ces prochains mois. Donc ça, c'est la principale lueur d'espoir. Et donc ça nous donnerait un creux quelque part entre mi-mars, fin mars, et une forte reprise en avril. Donc là, nous sommes le 11 mars, encore un peu de patience. La raison numéro 2, c'est le très fort rebond du cours de l'euro-dollar et la chute du dollar américain donc face à un panier de devises. Alors effectivement, il y a une corrélation
positive entre l'euro-dollar et le cours du Bitcoin, une corrélation inversée entre le cours du Bitcoin et le dollar américain, et notamment ici ce que fut la fin du bear market précédé donc d'un méga pump de l'euro-dollar. En fait, c'était le sommet du dollar américain. La fin du bear market, c'est lorsque le dollar avait commencé à corriger. Et en fait, l'euro-dollar pèse 57% du calcul du DXY. Le DXY, c'est l'indice de devise face à un panier de devises. C'est le dollar US face à un panier de devises. Là, c'était premier mandat Trump. Second mandat Trump, on repart en drop. On a réintégré le range. Tout ça est effectivement très intéressant. On a une structure, en plus, on a vraiment une structure de prix et de positionnement institutionnel qui correspond à un creux majeur. Vous avez là les données du rapport Commitment of Traders. Les données brutes sont ici. On voit la position nette institutionnelle fortement rebondir à la hausse chez les asset managers. Ça, c'est super intéressant. Les traders hedge funds, eux, se sont remis à l'achat déjà depuis plusieurs semaines. Et effectivement, lorsque vous regardez la position nette institutionnelle, ici la courbe en bleu et la structure des prix, ici c'était le bottom de l'euro-dollar et on avait rebondi dans cette zone, bottom de l'euro-dollar, on a rebondi dans cette zone, bottom de l'euro-dollar, on rebondit dans cette zone. Et d'ailleurs, c'est intéressant de noter que la bougie weekly, la bougie de weekly de la fin du bear market, en novembre 2022, fait vraiment penser à cette bougie weekly qu'on a eue la semaine dernière. Donc là, effectivement, et alors ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le repli du dollar américain joue énormément dans le calcul de la liquidité mondiale, puisque la liquidité de chaque pays, elle est calculée dans la monnaie domestique, et pour agréger toutes les liquidités mondiales, il faut toutes les exprimer en dollars. Donc le pump récent de la liquidité mondiale, c'est aussi du fait de la baisse du dollar US. Hein, donc ça, il faut aussi l'avoir en tête. Mais voilà, ça c'est un scénario. Là-dessus, je ne me suis pas planté, alors autant j'admets parfaitement que février m'a complètement piégé sur le cours du Bitcoin, enfin, la cyclicité, mais je me suis planté, hein, mais j'abandonne pas pour autant. Je reconnais mon erreur. Autant sur le dollar, j'ai pas dit de conneries, le truc s'est retourné, et avec un certain lag, j'espère que ça viendra profiter donc au cours du BTC. Donc ça, c'est ma seconde lueur d'espoir. Et un autre graphique intéressant ici, c'est la corrélation entre le différentiel de taux anticipé fin 2025 entre la Fed et la BCE, la courbe en noir et le cours de l'euro-dollar, une corrélation de psychopathe. Et effectivement, désormais, le marché anticipe que fin 2025, le taux de la BCE ne soit plus seulement que de 1,50, 1,50 points de pourcentage inférieur à celui de la Fed. Là, c'était moins 2,5, qui explique donc un rebond du cours de l'euro-dollar, parce que le différentiel de taux sera moins en faveur du dollar US. On voit la corrélation euro-dollar, la corrélation avec cette courbe. Et donc ça donne vraiment du corps, ça donne de la crédibilité au rebond du cours de l'euro-dollar et donc au drop du dollar US face à un panier de devises. Et donc par corrélation, c'est un facteur de soutien pour le cours du BTC. Troisième lueur d'espoir, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve finalement dans la liquidité mondiale, mais c'est la convergence des politiques monétaires accommodantes. Donc là, vous avez les principaux taux des banques centrales. Alors, le début du bear market à l'époque, début du bear market à l'époque Bitcoin, la fin du bull market, c'est lorsque toutes les banques centrales majeures ont entamé une hausse de leur taux d'intérêt, politique monétaire restrictive pour casser l'inflation. Désormais, toutes ces banques centrales majeures ont repris la direction du sud en termes de taux d'intérêt, sauf la banque centrale du Japon, mais elle est toujours restée à zéro. Et ça, c'est quelque chose qui, avec un certain décalage, les politiques monétaires étant de moins en moins restrictives, la monnaie rémunérant de moins en moins, c'est quelque chose qui, avec le temps, peut se traduire par un déplacement des capitaux vers des actifs risqués. La BCE elle est quasiment revenue au taux neutre. La Fed, vous allez voir, va reprendre ses baisses de taux dès ce printemps, c'est ma conviction. En Chine, ça baisse les taux, ça imprime, ça soutient des plans budgétaires, des plans monétaires, des plans de soutien à la consommation. Bon, ils font le maximum pour booster leur économie. Alors bien sûr, certitude de la guerre commerciale, ça c'est forcément, mais en tout cas, d'un point de vue des politiques monétaires, raison numéro 3, on a une convergence des politiques monétaires accommodantes et cela va continuer. Raison numéro 4, ça c'est très important, la Fed va reprendre ses baisses de taux. Je ne crois pas du tout au scénario de pas de baisse de taux avant décembre. Moi j'estime que la Fed va reprendre ses baisses de taux et qu'il y en aura plusieurs d'ici la fin de l'année, pour un certain nombre de raisons liées à la reprise de la désinflation confirmée, c'était mon scénario, mais aussi à d'autres raisons. Alors, tout d'abord, l'outil CME Fed Watch Tool, qui vous montre que désormais, le marché anticipe quasiment à équiprobabilité une reprise du baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux dès le 7 mai. Moi, je pense qu'on sera plutôt sur le 18 juin. Et donc, on voit que le marché a recalibré ses anticipations de baisse de taux de la Fed et on anticipe désormais 3 d'ici
la fin de l'année. Alors, pour un certain nombre de raisons, mais en particulier l'effondrement de l'inflation aux États-Unis. Alors, déjà que la guerre commerciale lors du premier mandat de Trump n'avait pas entraîné un rebond de l'inflation, ça n'a pas fait baisser non plus. Bon, alors là, lorsque j'entends parler de vague d'inflation, de seconde vague d'inflation, je vous montre l'inflation en temps réel, ou est-ce que vous avez l'impression que ça monte? Alors, peut-être que ça peut monter si on inverse le graphique. Donc, je peux avoir une option pour l'inverser, et là, je trouverai un rebond. Mais là, c'est l'effondrement de l'inflation en temps réel, parce que l'économie ralentit, tout simplement. Et alors, oui, les droits de douane, la guerre commerciale, ça fera rebondir l'inflation. J'ai déjà traité ce sujet dans une autre vidéo, en vous expliquant que la guerre commerciale, ça concerne déjà beaucoup d'ailleurs les biens industriels. D'autre part, ça s'était pas traduit par une vague inflationniste lors du premier mandat de Trump, que les services ne sont quasiment pas concernés, en tout cas pas directement, que l'essentiel des taux d'inflation, c'est les services, etc., etc. Naturellement que si la guerre commerciale part en sucette complète, en mort guerre à outrance, il y aura un risque. Là, forcément, il y a toujours des risques. Idéalement, il faut arriver à des accords commerciaux. Mais l'inflation en temps réel est en train de s'effondrer. Je ne vais pas tout passer en vue, mais déjà, je vous rappelle que la désinflation a déjà repris dès les chiffres qui ont été publiés le 28 février et qui portent sur janvier. Moi, j'estime que tous les indicateurs d'inflation permettent d'être optimiste pour les mises à jour de mars et avril. Donc, alors, attention, cette semaine, vous avez le CPI, ce mercredi 12 mars, le CPI du 12 mars. Ça porte sur février, donc ce ne sera pas non plus la folie. En nominal, il est à 3, en sous-jacent, il est à 3,3. Ça devrait basculer en nominal à 2,83 et à 3,16 en sous-jacent. Mais en fait, c'est réellement à partir des chiffres du mois de mars. Les chiffres du mois de mars sont publiés en avril, mais le marché se projette. Et selon l'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland, dès les chiffres du mois de mars publiés en avril, le PCE nominal tombe à 2,08 et le sous-jacent à 2,50. Je vous rappelle que la Fed, dans ses objectifs, elle nous disait que ça passait pas sous 2,5 et que si ça passe sous 2,5, elle reprend ses baisses de taux. Donc si l'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland est dans le vrai et que vraiment le PCE nominal et même le CPI nominal de mars tombe à 2,08 et à 2,47, la Fed peut reprendre ses baisses de taux, ce qui marque une crédibilité avec ces anticipations-là qui sont basées sur le prix des contrats futurs négociés à la bourse de Chicago sur le taux d'intérêt des Fed Funds et donc d'une reprise des baisses de taux ce printemps. Ça va venir aussi booster la courbe de liquidité. Donc, ce sont des choses, il y a beaucoup de choses en fait qui vont bien ensemble et qui permettent en tout cas, ce sont plus que des lueurs d'espoir. On parle là de choses un peu globales macro qui permettent d'y croire encore. Ce qui est intéressant, c'est que dans la désinflation qui repart au sud, vous avez toutes les composantes majeures. Et notamment tous les indicateurs avancés de l'inflation immobilière nous disent qu'il n'y en a quasiment plus. L'inflation des nouveaux loyers est négative. Regardez un peu le poids de l'immobilier dans les indices d'inflation. Le prix du pétrole, le prix du pétrole, il a un delta complètement négatif désormais. Le prix du pétrole a un delta complètement négatif tellement il est en train de dropper. Il est... oh là, non, je ne suis pas passé sur le... Il est quasiment au... Hop, le prix du pétrole est quasiment au bord du gouffre technique. Ça, c'est vraiment le bord du gouffre technique. Il va peut-être tenir le support, mais peu importe. Nous sommes en mars 2025. Regardez où est-ce qu'on était en mars 2024. Vous avez un delta négatif de psychopathe, et ça, dans le taux d'inflation annuel, eh ben, ça va avoir une contribution négative importante. Donc il n'y a pas que l'immobilier, il n'y a pas que les services, il y a aussi l'inflation nominale qui devrait repartir au sud. Et voilà, il y a beaucoup de composantes. En fait, globalement, toutes les composantes, et même la composante santé, qui a vraiment un point important dans le PCE, reprend aussi même la composante santé est vraiment revenue au monde d'avant. Donc ce sont des choses qui permettent là d'être optimiste sur l'inflation. Est-ce qu'on va avoir des bonnes surprises dès le CPI de ce 12 août? Ce ne sera pas folie, ce ne sera pas foufou, mais tout de même, voilà, ce sont les perspectives à horizon de 3 mois. Sauf vraiment un pacte. La guerre commerciale, encore une fois, même sur le premier mandat de Trump, elle n'a pas créé de vague inflationniste. Donc, en tout cas, ça permet d'y croire. Maintenant, ce sont des choses qui vont se développer tout au long de l'année, et notamment au printemps. Bon, raison. Ah oui, et alors, raison numéro. Oui, et donc, forcément, dans la reprise des baisses de taux de la Fed, je vous rappelle que le taux d'intérêt qui anticipe le mieux à venir, la politique de taux d'intérêt de la Fed à venir, c'est le rendement obligataire à 2 ans américain. Et en hebdomadaire, il est vraiment en train de nous faire une espèce de structure en running top. Ça, pour moi, c'est un truc qui est bearish sur les prochains mois. Et donc, ça va plutôt dans le sens, effectivement, d'une reprise pas trop tardive de la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux, ce qui ne manquera pas de booster la liquidité. Raison numéro 5, vous la connaissez par cœur, le fameux cycle de Bitcoin de 4 ans, et où j'estime toujours qu'on a le temps.
avec une fin de cycle qui nous emmène en octobre-novembre prochain en faisant de la répétition temporelle. Donc ça, c'est vraiment l'outil de cyclicité de base, c'est le graphique que tout le monde connaît. Et vous savez que ça peut se réveiller en toute fin. Laissez-moi vous montrer le cycle de 2012. Laissez-moi vous montrer le cycle de 2012. Le cycle de 2012, donc le cycle se termine l'année qui suit le halving. Regardez le cycle de 2012. Il a fait sa hausse au mois de novembre. Donc le cycle de 2012, il a fait son pump le dernier mois du cycle de 4 ans. Donc il se passait que dalle. Et regardez, novembre 2013, et hop, c'était fini fin novembre. Voilà, donc il y a des exemples passés de réveil hyper tardif des cycles. Lui, il a tout fait au mois de novembre. C'est comme si nous, là, on branlait rien entre 60 et 80K jusqu'à octobre, et qu'on fait un pump à 150 en novembre. C'est possible. C'est possible. Donc, il y a le temps. Il y a le temps. Il y a le temps. Ça, c'est l'exemple du cycle de... Ça, c'est l'exemple du cycle de 2012. Donc oui, effectivement, voilà, le cycle est encore long. Encore une autre façon de le montrer ici. Donc, le cycle de 2016 est en bleu, 2020 est en jaune. Je vous donne les dates des halvings, nous sommes en noir. There is fucking time. Donc il y a le temps, les amis. Il y a le temps. Bref, bon, ça tout le monde a compris. Alors forcément, si le cycle était terminé, si le cycle était déjà terminé, c'est que nous sommes sur un cycle de 3 ans. Donc il n'y a plus de cycle de 4 ans. Et bon, la raison serait que le marché aurait fait un ATH avant le halving. Effectivement, le halving est là, on a fait l'ATH avant le halving, on l'a rejoint. Mais bon, voilà, en tout cas, moi j'estime que le cycle est encore long. Alors, raison numéro 6, bon, on a toujours une structure technique qui est bullish, qui n'est pas invalidée. Je veux dire, tant qu'on tient l'ex-ATH, alors pas les 73K, mais les 69K, effectivement, si on casse les 69K, ça va commencer à appuyer du slip. Mais pour l'instant, bon, on n'a pas de changement de polarité, on n'a pas d'invalidation de la série de creux et de sommets ascendants. Après, sur le RSI Weekly, on arrive vraiment sur un niveau où il faut pas déconner. Sur le graphique mensuel, il faut absolument qu'on n'ait pas une clôture de mars dégueulasse. Donc fin mars, il ne faut pas péter ça, il ne faut pas que la ligne de MACD décroise, sinon ça va puer. Donc il faut qu'on ait une fin de mars pas dégueulasse, mais en même temps, la liquidité nous dit que fin mars, ça devrait rebondir. Bon, donc en fait, tout se joue fin mars. Voilà, si fin mars, on est tout en bas, qu'on a tout pété à la baisse, j'admettrais que c'est chaud. Mais il y a encore je dirais qu'il reste encore effectivement quelques lueurs d'espoir. Donc on a toujours sur le plan technique. Alors bon, est-ce que c'est... Alors, il y a plusieurs approches, mais ce retracement étant profond, ça tient encore la route quand je vous proposais une 4-2-5. Ça peut être une 4-2-5, ça peut être une vague 2-2-5. Bon, dans tous les cas, nous sommes toujours dans les standards de retracement. Cette fois-ci, j'applique un retracement à tout ce mouvement-là, plutôt pour envisager une 2-2-5. Donc là, c'est vraiment, je garde l'espoir. Si je dis qu'il y a une 2-2-5, c'est qu'il y a une 3-2-5 qui arrive. Bon, ça tient la route, ça peut mettre jusqu'au 61,8. En tout cas, voilà. Moi, j'estime que le niveau n'a pas enfoncé. C'est pas les 73, c'est les 69. C'est l'ex-ATH du précédent cycle. C'est vraiment ce niveau qu'il faut préserver. Bon, l'espoir fait vie, il y a un début de divergence daily, est-ce que ça va marcher ou pas? En tout cas, c'est vrai que les divergences daily ici ont terminé la consolidation du mois d'août. Là, on arrive à voilà, début de div à suivre. Je m'avance pas davantage, les amis. Je me suis déjà tellement avancé en février et bien fait piéger, donc. Mais en tout cas, voilà, clairement, j'ai pas vendu toutes mes cryptos. Je suis encore dans le truc. Je garde parce que j'y crois, donc voilà. Je suis pas en mode j'aurais dû tout vendre là. Bon, si j'aurais dû tout vendre là et racheter là. D'accord, ok, mais je suis pas en mode j'aurais dû tout vendre là. On est en bear market. Pour l'instant, j'estime que nous ne sommes pas dans ce fameux bear market de 1 an. Encore une fois, ceux qui pensent, et je vais arrêter de dire encore une fois, je pense qu'on est en bear market de 1 an, méfiez-vous parce que si vraiment on ne se met en bear market de 1 an, parce que c'est la durée moyenne des bear markets, là on vient d'avoir un cycle de 3 ans. Du coup, on a cassé le cycle de 4 ans. Du coup, est-ce que la règle du bear market de 1 an tient encore? Voilà, donc on a tous intérêt à ce que ça aille vraiment au bout de l'année pour vraiment maintenir le cycle. Sinon, il n'y a plus de repère cyclique. Donc, il ne faudra même pas me parler de bear market de 1 an. Voilà.
Voilà, ça c'est bon. On a une trendline, une div sur le ratio others sur BTC. Bon, là je suis. Voilà, alors là c'est vraiment la trendline n'a pas pété sur la market cap de l'USDT. On a encore ce support sur le ratio Bitcoin S&P 500. Ouais, je trouve toujours des supports. Bon. On n'a pas encore briqué. On n'a pas encore tout explosé. Il y a encore une structure technique qui peut le faire. Il faut par contre une clôture du mois de mars qui soit pas trop mauvaise. Donc ça c'est pour ma raison numéro 6. Alors effectivement, les risques, crack boursier du marché action, guerre commerciale à outrance et aggravation géopolitique majeure. Hier j'avais une discussion avec quelqu'un de ma famille qui me disait je vois pas qu'est-ce qui pourrait nous relancer. Bon là je vais vous donner quelques raisons qui sont d'ordre de monétaire, de la liquidité. Il y a une corrélation positive, entre le S&P 500 et le BTC. Le SP500, lui aussi, on arrive un peu au bout du bout. Potentiellement, on arrive au bout du bout de ce que fut la fin de la corrélation d'octobre 2023. Ça, c'est une zone support qu'il va falloir tenir. On malmène la SMA 200. Alors, au passage, Bitcoin malmène la SMA 200, mais sur le contrat futur, ça tient toujours. D'ailleurs, on a comblé ce gap. Bon, c'est plus des pieds dans le pied, il faut le tenir maintenant. On a comblé le gap. Le contrat futur, il est sur SMA 200. Là, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il va falloir tenir. Mais oui, le risque d'une fin de cycle précoce, il y a bien sûr ce record qui avait été fait avant le halving, qui aurait cassé le cycle de 4 ans, et la corrélation avec le marché action américain. Mais là aussi, bon, ce sont des choses qu'on ne maîtrise pas. Il faut garder l'espoir que cette guerre commerciale aboutisse à des accords commerciaux, comme ce fut le cas lors du premier mandat de Donald Trump. Effectivement, c'est une source d'instabilité. Et que rapidement la Fed change son fusil d'épaule et qu'elle prenne en compte les risques actuels et notamment de ralentissement de l'économie en libérant l'outil monétaire. Et je pense que c'est ça qui peut permettre de permettre aussi Bitcoin d'aller au bout du bout. En tout cas, zone très importante ici, les 5004, 5005 à tenir sur le SP500 pour. Voilà les amis, je voulais vous partager ces quelques raisons de croire encore que le cycle n'est pas terminé. Merci de m'avoir écouté et passez une bonne semaine, salut.